Pour ce troisième épisode, la Fondation a le plaisir de rencontrer Aline Rideau, docteur en neurosciences et médecin pédiatre au service de réanimation néonatale de l'hôpital Robert Debré à Paris. De ses travaux de recherche initiés à Montpellier jusqu'à l'activité clinique qu'elle poursuit aujourd'hui à Robert Debré, la pédiatrie a toujours été une véritable vocation pour le docteur Rideau, qui s'est ensuite orienté vers la néonatologie. En 2017, elle intègre le laboratoire du professeur Pierre Gressens dans le cadre d'un post-doctorat. Elle obtient alors un financement de la part de la Fondation afin de mettre en place des travaux de recherche fondamentale. Sous la direction du professeur Olivier Beau, elle mène des travaux portant sur l'analyse de l'inflammation cérébrale associée à un retard de croissance intra-utérin. Pour nous, elle revient sur ce sujet complexe de la lésion cérébrale. Bonjour Dr Rideau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à l'un de nos podcasts spécial 20 ans de la Fondation Paralysie Cérébrale, dédié donc à la recherche qui a été soutenue ces 2 dernières décennies. On va évoquer ensemble la lésion cérébrale chez les petits poids de naissance, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Merci beaucoup. Donc, je suis néonatologue de formation, donc médecin pédiatre, et je travaille en réanimation néonatale à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et j'ai un cursus effectivement parallèle de recherche scientifique que j'ai débuté du coup à Montpellier, avec une thèse de sciences là-bas qui touchait déjà en fait à la problématique de la neuroinflammation qu'on va développer un petit peu tout à l'heure. Et puis après, d'ailleurs, j'ai migré sur Paris à Robert Debré pour poursuivre mes travaux de recherche effectivement scientifiques dans le même domaine, et puis en même temps en parallèle l'activité clinique, et maintenant je n'exerce plus qu'en clinique où je poursuis de l'activité de recherche aussi, mais clinique pour le coup. Et du coup, vous êtes très rapidement orienté vers la pédiatrie. Pourquoi ce choix-là et pourquoi plus spécifiquement la néonatologie ? Ça tient un peu à la vocation, je dirais, parce que la pédiatrie, ça m'est venu très tôt, je pense enfant, peut-être même au primaire, où voilà, cette envie de prendre soin, et puis particulièrement des plus petits. La néonatologie, ça m'est venu un peu plus tard, quand j'ai commencé la pédiatrie, et j'aime beaucoup ce domaine-là parce que d'abord, ça fait une pratique de la médecine qui est globale, c'est-à-dire que on a tendance dans la médecine à être ultra spécialisé dans un domaine, en fait, dans un aspect du corps humain, et en fait, la néonatologie, c'est un nouveau-né dans sa globalité. Et ce que j'aime particulièrement dans la néonatologie, c'est la prise en charge globale, y compris de la famille, en fait. Un nouveau-né ne se développe que au sein aussi de sa famille, en fait. Et prendre soin du nouveau-né, et cette particularité de prendre soin aussi du nouveau-né au sein de sa famille, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, et voilà, que je trouve très beau en fait dans ce domaine-là. Vraiment une vraie vocation pour le coup. Du coup, si on revient sur l'objet de ce podcast, donc en 2017, vous avez bénéficié du soutien de la Fondation Paralysie Cérébrale pour un projet donc de recherche fondamentale. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant de l'expliquer, nous expliquer dans quel cadre se situait ce projet dans votre parcours professionnel et dans quel environnement à l'époque ? Alors à l'époque, je venais de terminer une thèse de sciences à Montpellier, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un autre modèle expérimental en fait d'inflammation. Et donc dans le cadre d'un post-doctorat en fait, j'ai intégré le laboratoire de Pierre Gressens, donc qui est l'unité 1141 INSERM, qui se situe à Robert Debré, et débuté ce post-doctorat sous la direction d'Olivier Beau, qui est également médecin néonatologue et qui travaille actuellement du coup à Port-Royal, qui est chef de service de Port-Royal. Et donc c'est dans cette thématique-là du retard de croissance intra-utérin qui en fait sur laquelle on a découvert que c'était aussi en fait finalement associé à une inflammation cérébrale que j'ai débuté ce projet de recherche. D'accord. Et Olivier Beau, du coup, qu'on connaît aussi puisqu'il est aujourd'hui vice-président de la Fondation Paralysie Cérébrale. Est-ce que du coup, voilà, vous pouvez nous expliquer le contexte même du projet, ses objectifs, et puis voilà, nous raconter un peu comment s'est passé le projet et les résultats surtout. Alors, le retard de croissance intra-utérin, ce qu'on appelle retard de croissance intra-utérin, c'est une cassure de la croissance du fœtus.
C'est une problématique qui est importante parce que ça touche quand même 10% des grossesses. Alors, les étiologies sont variées, c'est-à-dire les explications, les causes sont variées. Ça peut être une problématique de développement placentaire ou de fonctionnement placentaire. Ça peut être une problématique aussi infectieuse ou génétique. Et puis, dans les pays en voie de développement, c'est la malnutrition qui est la principale cause, finalement, une des principales causes de retard de croissance intra-utérin. Il y a plein d'autres manières, en fait, de pouvoir induire une inflammation. On peut créer aussi des stimulus inflammatoires. Par exemple, une grippe pendant la grossesse, c'est aussi quelque chose qui va induire une inflammation, en fait. La problématique, c'est que ces nouveau-nés qu'on appelle hypotrophes, c'est-à-dire avec un petit poids de naissance, présentent des troubles du neurodéveloppement, en tout cas ont un risque largement accru de présenter des troubles du développement neurologique. De quels troubles s'agit-il ? Ça peut être des troubles, ce qu'on appelle des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité que l'on va avoir à s'adapter à un changement. Ça peut être de l'ordre de l'inhibition comportementale, c'est-à-dire de faire abstraction des informations qui sont non importantes pour pouvoir répondre à une question. Ça peut être également de l'ordre de la planification, comment je vais élaborer une stratégie pour répondre à un problème donné. Et puis ça peut être des problématiques de mémoire de travail, c'est-à-dire se souvenir de comment on a fait en fait pour répondre à un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin sont beaucoup plus à risque d'avoir ce qu'on appelle des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Ça peut être de l'ordre de ces problématiques-là. Et puis, ça peut donner également des répercussions en termes de scolarité, etc. Mais ce sont aussi des enfants qui vont avoir un risque beaucoup plus important de présenter des paralysies cérébrales. Alors, je ne sais pas si les gens sont très au fait de ce qu'est la paralysie cérébrale, mais effectivement, c'est un trouble moteur, mais qui peut être associé à des troubles intellectuel, un déficit cognitif, comme on dit, et qui va impacter l'enfant de manière importante, puisque les troubles moteurs, ça peut être responsable effectivement de difficultés dans l'acquisition de la marche, dans la marche en elle-même. Et puis quand il y a en plus une atteinte cognitive, les problématiques, le retentissement finalement dans le quotidien est sévère. Et ce que l'on sait, c'est que quand on est avec un retard de croissance intra-utérin, le risque de paralysie cérébrale augmente. Et ça, c'est d'autant plus important que l'enfant est né prématuré, mais à des termes qui sont au-delà de 32 semaines. Parce qu'en dessous de 32 semaines, il y a d'autres facteurs qui influencent finalement la survenue de paralysie cérébrale, outre le retard de croissance intra-utérin. Mais le retard de croissance intra-utérin est vraiment une cause importante et augmente de 4 à 6 fois quand même le risque de paralysie cérébrale quand on est après 32 semaines d'aménorrhée. Et c'est aussi valable pour le nouveau-né à terme. Donc c'est une problématique forcément qui est plus fréquente chez le nouveau-né prématuré, mais qui peut aussi toucher le nouveau-né à terme. Alors, dans des moindres proportions, mais quand même. Et donc, l'un des travaux de recherche était de se dire qu'est-ce qui fait que finalement retard de croissance peut donner comme ça des troubles du neurodéveloppement. Et donc l'hypothèse qu'on développait au laboratoire, c'est de se dire que finalement l'inflammation cérébrale peut-être avait un rôle majeur dans la survenue de ces troubles neurodéveloppementaux. Alors pour ça, on a utilisé un modèle expérimental, c'est-à-dire chez l'animal, chez la rate gestante, qui est assez pertinent, je trouve, d'un point de vue mécanistique, c'est-à-dire que le modèle qu'on a développé est un modèle en fait de restriction de carence protidique en fait. Et c'est effectivement ce qui se passe dans les pays en voie de développement en fait. Cette carence alimentaire et notamment protidique est une cause majeure finalement de retard de croissance. Et effectivement, les rates qui ont un régime pauvre en protéines vont avoir des ratons qui vont avoir un petit poids de naissance. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en plus, ces ratons-là ont fait effectivement des caractéristiques, que ce soit dans la structure cérébrale, mais également dans le comportement en fait, des ratons lorsqu'ils deviennent plus grands, qui sont très proches en fait, de ce que l'on trouve chez l'homme. C'est-à-dire on voit que ce sont des ratons qui peuvent avoir des problématiques de mémoire de travail, ce que l'on voit effectivement chez les enfants qui naissent hypotrophes, également chez les humains. Et puis au niveau cérébral, on voit des anomalies dans la structure en fait, du cerveau, dans la connectivité, c'est-à-dire comment vont se transmettre les informations d'une structure cérébrale à l'autre. Et puis des problématiques également qu'on appelle de myélinisation. La myéline, c'est ce qui entoure en fait une petite gaine qu'on a autour de nos neurones et qui est responsable de la vitesse de transmission de l'information entre un neurone et un autre en fait. Et donc c'est un modèle effectivement qui est très pertinent. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que chez les ratons qui ont un retard de croissance intra-utérin induit par ce régime pauvre en protéines chez la rate gestante, il y a effectivement des anomalies de myélinisation, comme je vous le disais, mais il y a surtout également une inflammation cérébrale qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une modification des gènes qui influence la réponse à l'inflammation et qui fait que quand ces ratons-là vont être soumis à un stimulus inflammatoire, ça peut être une infection. Alors nous, on mime différemment effectivement chez l'animal, mais ça va créer une inflammation exacerbée au niveau cérébral et qui va justement induire tous ces phénomènes pathologiques responsables des troubles du neurodéveloppement en fait. Donc c'est important parce que du coup on comprend en fait avec ce modèle qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un retard de croissance. Ça permet de confirmer que la neuroinflammation a un impact majeur dans la survenue des troubles et donc on va cibler la neuroinflammation en fait comme cible potentielle de thérapeutique.
Donc, voilà, comprendre, ça permet justement de passer à l'étape d'après qui est essayer de moduler cette neuroinflammation. Il y a actuellement beaucoup de molécules qui sont à l'étude. Une de celles qu'on étudie en fait, au laboratoire, c'est l'ocytocine, qui est l'hormone en fait, qu'on appelle du plaisir. Pourquoi ? Parce que quand vous éprouvez un plaisir, vous allez produire cette hormone qu'on appelle l'ocytocine. Alors, pour le petit clin d'œil, c'est une des hormones que l'on produit lorsque l'on a son bébé en peau à peau, par exemple. Et on sait que le peau à peau en anatologie, c'est quelque chose qui est vraiment très important, en fait, ce lien parent-enfant. Quand on favorise ce lien-là, quand on favorise ces moments-là où il y a du plaisir, on fabrique plus d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est probablement une molécule très pertinente et très intéressante pour la neuroprotection via la modulation de la neuroinflammation. Du coup, est-ce qu'au niveau est-ce que ce projet, finalement, ces résultats que vous avez pu constater ont une traduction concrète dans votre pratique clinique, dans celle de peut-être votre unité à Robert Debré, et comprendre un petit peu les enjeux de ces résultats, tout simplement. Alors, il y en a plusieurs. Concrètement, il y a des conséquences en termes de recherche. L'idée, c'est la problématique que l'on a, c'est en fait de cibler les enfants qui vont avoir ces troubles du neurodéveloppement. Pourquoi je vous disais tout à l'heure en fait que le retard de croissance, c'est quand même 10% des grossesses. Tous les enfants qui ont un retard de croissance ne vont pas développer en fait ces troubles du neurodéveloppement. Ça peut concerner les enfants qu'on dit modérément prématurés, mais des enfants également à terme. Et donc, si on se disait, OK, on suit tous les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin parce qu'ils sont en risque de troubles du neurodéveloppement, avec un suivi très spécifique, etc., en fait, c'est infaisable. Et donc, il y a un vrai enjeu de se dire, mais quels sont les enfants que l'on va cibler parce que ceux-là, ils vont vraiment être à un risque très important d'avoir un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est la première problématique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces travaux de recherche, on a utilisé notamment une nouvelle technique d'imagerie médicale qu'on appelle l'ultraphase Doppler, qui permet d'étudier la connectivité entre les structures cérébrales. Puisque je vous disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que les ratons, en fait, qui avaient un défaut de croissance, un retard de croissance intra-utérin, ils avaient justement un défaut de connectivité entre certaines régions cérébrales. Et en fait, on peut utiliser aussi ce Doppler, cette moyen d'imagerie, également chez l'homme, en fait, pour étudier justement les problématiques de connexion, puisqu'on sait que chez l'homme aussi, en fait, les enfants qui ont un retard de croissance, ils ont des problématiques de connexion, en fait. Et donc, essayer d'utiliser cette machine-là aussi, et on est en train de développer justement ça, et de l'étudier, en fait, pour repérer les enfants qui ont des problématiques de connectivité cérébrale. Peut-être qu'on pourra cibler cela, en fait, en disant, OK, on voit qu'il y a des choses, et peut-être que celui-là, il va falloir le suivre de manière accrue, en fait, pour aller dépister les problématiques et les prendre en charge, en fait. Ça, c'est le premier retentissement. Le deuxième retentissement en termes de recherche aussi, c'est, je vous disais tout à l'heure, en fait, on sait que la neuroinflammation est déterminante dans la survenue des troubles neurodéveloppement chez les enfants qui naissent avec un petit poids de naissance. C'est essayer effectivement de développer des stratégies de neuroprotection qui vont cibler la neuroinflammation. Et donc, je vous parlais tout à l'heure d'ocytocine. Donc, c'est aussi une piste de recherche qui est actuellement en fait en cours d'étude, quoi. Après, d'un point de vue conséquences pratiques dans ma pratique clinique, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Il y a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai arrêté la recherche fondamentale pour me concentrer du coup plutôt sur ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire vraiment le soin, mais aussi la recherche clinique. Et ce qui est sûr, c'est qu'en termes de recherche, la recherche fondamentale, elle demande beaucoup de rigueur, beaucoup de ténacité aussi, parce que c'est pas facile en fait. Il faut lire beaucoup aussi pour essayer de bien cibler la question de recherche, pour ne pas se tromper aussi dans l'élaboration en fait de la question de recherche et puis dans la mise en œuvre du projet. Parfois, il y a des écueils aussi, on n'a pas forcément le résultat escompté, c'est se questionner pourquoi c'est comme ça, etc. Et donc, il faut être rigoureux, il faut être très tenace. Et donc ça, quand on est médecin, c'est effectivement important. L'autre chose que ça m'a apporté, c'est aussi le travail en équipe, parce qu'on ne travaille jamais tout seul en recherche, en fait. C'est vraiment, on travaille en équipe, on est tous complémentaires, chacun a ses compétences. On travaille avec des chercheurs qui ne sont pas cliniciens, et donc cette alliance entre le clinicien, médecin, en fait, et le chercheur de recherche fondamentale, c'est vraiment une alliance qui est très enrichissante, en fait, je pense, pour les deux côtés. Et donc, je tiens vraiment, vraiment, encore une fois, à souligner ce travail d'équipe auprès de toutes ces personnes de l'unité 1141. Et ça, dans ma pratique clinique aussi, c'est essentiel, ce travail en équipe. Ce qui est beau dans la recherche, je trouve, c'est que
c'est vraiment l'image du grain de sable qu'on pose en fait, et chacun en fait en recherche, on pose un grain de sable et c'est ce qui fait une immense dune qui nous permet de voir loin en fait après derrière. Et donc c'est vraiment ce que je trouve très beau, qui m'a beaucoup apporté en tout cas. Écoutez, en tout cas, c'est une très belle image et c'est en lien aussi avec la Fondation Paralysie cérébrale, la multidisciplinarité du conseil scientifique avec voilà, une variété de profils qui fait que voilà, c'est une force aujourd'hui pour la Fondation. Merci beaucoup, Dr Rideau. J'aime conclure par voilà, ce petit message qu'on pose parfois à nos interviewés. On fête nos 20 ans cette année. On a déjà évoqué le sujet. Est-ce que vous auriez voilà, un message pour la Fondation Paralysie cérébrale ? À la paralysie cérébrale, je pense que c'est important pour les gens de comprendre que c'est quand même un enjeu qui est important. Dans le quotidien des enfants, en fait, c'est pas rien d'avoir ces troubles moteurs, d'avoir ces troubles cognitifs, ces déficits intellectuels, etc. Donc c'est vraiment un enjeu et je remercie la Fondation Paralysie cérébrale ne serait-ce que d'exister, en fait, pour pouvoir justement soutenir la recherche pour prévenir et améliorer la prise en charge, en fait, des personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale. Deuxième chose, c'est que la recherche, en fait, c'est long en fait, et je vous remercie de soutenir la recherche parce que ça prend vraiment beaucoup de temps d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe, comprendre comment les maladies arrivent, pour ensuite pouvoir élaborer des stratégies de prise en charge, des stratégies thérapeutiques, comment prévenir la survenue de ces pathologies, comment les traiter, comment les prendre en charge. Tout ça prend énormément de temps, et si on n'a pas les moyens de réaliser la recherche, en fait, c'est compliqué. Et donc, merci encore à la Fondation Paralysie cérébrale de s'être investie dans ce soutien de la recherche, et il faut soutenir la recherche. Merci beaucoup pour ce beau message évidemment qu'on partage. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de jouer le jeu de ce podcast. On est ravis de vous avoir accueillis ici dans nos locaux et on vous donne rendez-vous le 3 octobre pour célébrer nos 20 ans. Merci beaucoup.